Bonjour à tous et bienvenue sur Chronicles. Les arpenteurs de Palaiso viennent d'annoncer leur prochain tournoi. Ce sera le 16 septembre, un dimanche de 9h à 20h au 32 rue Gustave Flaubert à Palaiso. Donc comme d'habitude, vous pouvez vous préinscrire et forcément ça les arrange pour organiser tout ce qui est buvette, l'eau, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est quels sont nos pronostics, qu'est-ce qui va se passer à ce tournoi. Du coup, l'idée, c'est de faire une petite vidéo où moi je donne un petit peu mes avis, mes pronostics, etc. Et après qu'on puisse lancer le débat sur les forums, sur Facebook, sur les commentaires YouTube, etc. Pour moi, il y a déjà des jeux principaux qui restent, qui continuent à perfer tout le temps, qu'on a pu voir au dernier gros tournoi de Palaiso, et qui vont continuer à être très forts. Je pense notamment à Kess Control, éventuellement Combo, ce qui est une tech qui peut être intéressante, notamment pour lutter contre Gitrog. C'est que souvent, Gitrog en fait il va pouvoir aller assembler des trucs comme Raven's Crime et Life from the Loam et pourrir un jeu contrôle par exemple. Un intérêt en fait à avoir une petite dimension combo ou en tout cas un kill qui permet de mettre un terme à la partie dans un jeu contrôle comme Kess, ce serait justement de pouvoir arrêter de laisser Gitrog en mode free foot parce qu'il a tout le temps du monde. Donc pour moi, Kess Control de base est encore l'un des cadres du format qui va encore perfer je pense. Mais en plus, on pourrait voir des petites subtilités qui arrivent en jeu face au nombre de Gitrog qu'il y avait la dernière fois. Ensuite, je pense à Saskia, qui est le métronome du format actuellement, qui est une brute épaisse de puissance, avec le défaut d'être très linéaire. Voilà, on sait à quoi s'attendre face à Saskia. Quoique, parce que justement la dernière fois, on a vu que l'un des Saskia jouait des petits boosts comme +2/+2 Hexproof, qui permettent justement d'apporter peut-être la petite touche d'imprévisibilité pour passer certains adversaires qui se croiraient trop safe. Enfin, on a pu en parler longuement la dernière fois, il y a Thrasios Tymna, dont la combinaison de générale permet de faire vraiment énormément de choses, que ce soit Enchantress, Reanimator, Control, Elf Ball, Combo, etc. Et en fait, ces généraux-là permettent vraiment de s'assurer que quoi qu'il arrive, on sort bien. Ce qui tombe bien parce que ce ne sont pas toujours les plans de jeu les plus rapides et stables, on va dire, qui sont joués en fait avec ces deux généraux-là. Ça a donné lieu d'ailleurs à un débat intéressant dans les commentaires. On parlait différemment de la même chose en fait, qui est que ils vont pas avoir la même capacité qu'un Saskia ou un Kess à faire exactement la même chose tout le temps. Mais les généraux, le nombre de cartes redondantes et les tutors, etc. pour arriver à construire cette redondance. Ce qui pourrait leur prendre un petit peu plus de temps ou de setup ou de bonne connaissance du match-up et de son propre jeu. Et ça qui est important, c'est que souvent ça va être des jeux qui jouent énormément de tutors et qui impliquent vraiment de bien savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre deck et quelle est la meilleure chose à aller chercher à quel moment dans ce match-up en particulier. Ce qui en fait un deck très technique. Thrasios Tymna pour moi est plus dur à jouer, mais ces trois decks là sont pour moi les grands cadors du format. Dans les jeux qu'on a pu voir beaucoup au dernier Zap, il y avait notamment Gitrog qui était très joué, mais notamment par des joueurs qui connaissaient très bien le jeu, qui avaient une grande expérience du jeu et de ses différents match-ups, et ça lui a vraiment permis de se hisser dans 2 places dans le top 8, plus une place dans le top 16 si je ne me trompe pas. Et en fait ça se comprend par le fait que, pour en avoir discuté avec quelques joueurs, notamment de Control après le tournoi, il y avait une différence entre à quel point ces joueurs de Gitrog savaient bien jouer leur deck et à quel point les adversaires qu'ils rencontraient savaient bien jouer contre Gitrog. Et ça a vraiment permis au deck de perfer. Donc ce serait intéressant de voir si ça va encore être le cas au prochain tournoi des apps, si ces grands joueurs seront encore là et si les joueurs en face auront encore une fois ce manque d'expérience du match-up. Ensuite, on a pu voir Will Rowan émerger, donc les partenaires Planeswalker Control la dernière fois, et donc qui sont hissés jusqu'au top 8. Et il y a pas mal de débats en fait par rapport à ça, parce que à la fois en fait, pour reprendre justement les propos de Soratami, l'essentiel du deck c'est des vieilles cartes qui n'ont pas du tout le power level de cartes récentes, mais à la fois en fait le plan de jeu colle bien, qui est de juste ralentir pendant des plombes jusqu'à arriver sur nos deux Planeswalkers récents qui ont un impact gigantesque sur le board et qui peuvent vraiment plier des parties, avec en plus le petit swap technique Locust God contre Titania, et je pense qu'il pourrait continuer à être présent. Maintenant il y avait la question qui se posait qui était, à partir du moment où tu as deux gros généraux comme ça en rituel, est-ce que ça va pas juste s'écraser face à des jeux comme Baral, comme Kess, etc. Ce qui sera intéressant à constater. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas oublier les autres partenaires, que ce soit Thrasios Chrome, Akiri Silas, etc. En fait, ils sont pas du tout enterrés. Akiri Silas, pendant très longtemps, était très populaire. Il est moins populaire maintenant, mais il n'est pas moins bon. Pour moi, ça reste des decks qui peuvent se hisser dans le top 8. On peut parler de Teferi. C'est très rapide, ça punit très bien un certain nombre de decks. Ça va vachement dépendre de la liste du pilote
des différents choix qui sont faits. Si vous prenez par exemple contre Karizev ou Saskia, ils vont très vite, donc il va falloir être capable de les réagir correctement. Il va falloir pouvoir partir en combo, mais il suffit de se prendre une foudre sur le général et ça peut tout briser dans la combo dans le moment où on essaie de partir. Les blasts peuvent venir un petit peu pourrir les calculs. Et contre contrôle, en fait, on se retrouve à devoir essayer de passer des gros rituels, que ce soit les tours supplémentaires ou Teferi. Il y a des techs comme Gigatorpor, il y a la possibilité de jouer plus ou moins contrôle. Ce Teferi, d'avoir un certain nombre de contres pour passer le match-up contrôle, d'y aller au skill, ça a été le cas de gens comme Sgana ou Mars, qui ne se privent pas de faire des concessions sur le match-up contrôle en se disant qu'ils seront meilleurs à gérer ce genre de match-up là, et comme ça ils metagame contre d'autres types de jeux. Mais voilà, ça va être un petit peu ce genre de choses là qui vont déterminer si un joueur se hisse en top 8. Il a la répute d'un jeu facile à jouer, et ce qui est vrai dans le milieu de tableau, dans les basses tables, mais pour se hisser en top 8, il va falloir arriver un petit peu plus haut que ça dans sa capacité à builder le deck et à bien le gérer dans les différents match-ups. Karizev, c'est l'autre métronome du format, c'est à mon sens le meilleur général mono-red actuellement, et ça va rester, je pense, un bon choix pour mettre la pression en fait à tous ces jeux contrôle. Et c'est ça qui est intéressant. Au dernier zap, Zurgo était mort, Zurgo était banni, et il y a eu du coup un metagame très contrôle. Forcément en fait tout le monde s'est dit bah très bien, le métronome du format s'est barré, je peux jouer contrôle sans me faire rouler dessus. Et forcément il y en a plusieurs qui en ont profité, comme New Trader par exemple, pour jouer Saskia, Karizev ou Captain Lannery Storm. Là, je pense qu'on devrait potentiellement revenir à un metagame un chouïa moins contrôle. Malgré tout, on n'a pas des jeux aggro qui sont revenus au même degré de popularité que Zurgo. Il va y avoir des Karizev, des Saskia, peut-être quelques Arabo. On n'est pas sur la même pression d'aggro, et du coup, je pense pas qu'on en sera encore au même degré de prise en compte d'aggro dans les différents decks. On ne devrait pas revoir de sitôt des Blue Elemental Blast, par exemple, dans Baral. Mais je pense que les joueurs ne seront pas encore à ce stade-là. Donc si vous avez un plan pour pourrir contrôle, c'est peut-être intéressant parce que je pense qu'on sera encore à un metagame un petit peu plus contrôle que d'habitude à ce zap-là. Ensuite, c'est Karlov qui justement pourrait être un deck intéressant en fait, qui reste un deck un petit peu populaire. Si vous vous dites que le metagame va être un peu plus contrôle que d'habitude, du coup il y a des gens qui vont vouloir jouer des jeux pour prendre ces contrôles à contre-pied, notamment pourquoi pas justement des Karizev ou des Saskia. Et vous avec votre Karlov, vous pourriez vous dire bah, très bien, mon plan de jeu est de base très bon contre aggro, et en plus avec ma défausse, c'est des armes à faire valoir contre contrôle, et je peux essayer de prendre tout ça à contre-pied. Et je pense qu'il y a des gens qui vont avoir ce plan là. Ça c'est pour les decks qu'on avait déjà vu au dernier zap. Comme je disais, je pense que Kess, Saskia, Tradostimner, ils ont une place assurée en top 8, peut-être même 2. Que Gitrog, Wilrowan, Baral, Partner, Teferi, Karizev et Karlov, ils ont des armes à faire valoir pour se placer en un exemplaire en top 8. Mais maintenant, on va pouvoir parler des nouveaux généraux. Ah, ça, c'est intéressant. En fait, quand vous regardez les forums, vous avez la possibilité de voir qu'est-ce qui est beaucoup discuté, et ça peut vous donner des indicateurs sur qu'est-ce qui sera probablement testé par les joueurs. Et parmi les decks qui sont très discutés, il y a Yuriko, Aminatou, Tuvasa et Girus notamment. Yuriko, c'est le nouveau général ninja. Il y a plusieurs approches en fait. Il y a l'approche un petit peu pisse où on joue plein de petits 1 vol et on essaie de passer Yuriko et on fait de la masse, quitte à éventuellement utiliser des cartes comme Arcane Adaptation pour transformer ensuite toutes ces petites 1 en ninja et coller énormément de dégâts sur la phase d'attaque. Il y a une approche un petit peu plus good stuff où on va utiliser peut-être des cartes comme Baleful Strix ou Snapcaster Mage qui sont bonnes quoi qu'il arrive et qu'on sera heureux de renvoyer dans notre main. On prendra peut-être un petit peu de retard sur le moment où on pose Yuriko, mais la totalité des cartes seront des bonnes cartes. Quoi qu'il arrive, si vous piochez une carte, elle est de qualité. Et on verra peut-être une approche plus combo qui pourrait utiliser par exemple Personal Tutor sur le tour supplémentaire d'Elve pour coller 13 sur la phase d'attaque. Il y a aussi l'Imdul's Vault qui pourrait venir mettre un Draco sur le dessus du deck et coller 16. Ça se trouve, on verra des gens qui ont cette approche un petit peu plus combo du général, de ok je le passe, mais je le passe en ayant préparé mon top. C'est un truc qu'on pourrait voir émerger. Après, c'est encore une fois, c'est comme réanimateur, c'est un peu plus instable. Il y a du setup à mettre, ça nous fait jouer des cartes qui sont éventuellement de moins bonne qualité seules. Et ça peut se retourner contre nous. Je pense qu'on verra d'abord des listes de Yuriko plus classiques parfaits, peut-être en mode peace pour la surprise ou en mode good stuff pour la qualité globale du jeu, et que plus tard, quand les joueurs vont vraiment passer plus de temps à perfectionner le deck, là on commencera peut-être à voir des bons jeux combo Yuriko. Ensuite on avait dit Aminatou,
En fait, Esper c'est le meilleur couleur de contrôle, Aminatou est de très bonne qualité, que ce soit pour jouer avec les Parallax, avec le Dracon Clinquant, que ce soit pour faire du coup des effets d'arrivée en jeu de Baleful Strix, Snapcaster Mage, de Stoneforge Mystique qui irait chercher un Batterskull. Donc je pense qu'avec Aminatou, on a vraiment un kit d'Esper Control de qualité qui va arriver et qu'il y a des joueurs qui vont le jouer. Avec un général pas cher qui fait plein de petits tricks avec plein de types de cartes, ça a vraiment toutes ses chances pour arriver à placer un exemplaire en top 8. Tuvasa, il y avait déjà pas mal de joueurs qui voulaient jouer Enchantress, que ce soit Moondust ou DocFX qui ont réussi à le mener en top 8, mais après voilà, d'autres joueurs qui avaient envie de jouer avec Enchantress, qui ont essayé de jouer ça. Comme je vous le disais au dernier zap, il y avait quelqu'un dans la salle qui jouait Trazostimna Enchantress, et Trazostimna était avant le choix par défaut. Maintenant il y a un nouveau choix qui s'offre à nous qui est Tuvasa, et je pense vraiment c'est flavor, ça marche bien, c'est les bonnes couleurs, il y a tout ce qu'on veut dedans, et il y a beaucoup de joueurs que ça va avoir fait fantasmer. Et je pense qu'il y a vraiment moyen pour qu'on en ait au moins 3-4 dans la salle. Est-ce que ça ira en top 8? Bien piloté, oui, je pense. On a pu voir déjà des joueurs piloter Enchantress en top 8, mais c'était à l'époque de Fastband, là où on avait un kill combo qui était tutorisable en full enchantement. Là maintenant, on manque de kill combo avec que des cartes de qualité, et encore parce que il y avait encore Earthcraft et Nid d'écureuil, donc ça laisse quand même une possibilité. Il y a encore l'enchantement qui pond des anges, que ce soit Luminarch Ascension ou l'autre version. Et vous avez Tuvasa surtout, qui est elle-même un kill. Donc vous avez deux problèmes à l'Enchantress, qui était de trouver son Enchantress et de trouver un kill. Et là, vous avez les deux dans votre général, donc je pense vraiment qu'il y a des gens qui vont le jouer et qu'on pourrait avoir des belles surprises et en voir dans les hautes tables. Enfin, il y a Girus, qui est pas mal discuté. Comme on l'a vu dans l'autre vidéo sur les généraux de Commander 2018 pour le Duel Commander, je pense que l'approche aggro est pas la bonne, mais qu'on verra du coup des approches aggro contrôle peut-être plus en mode grind qui vont être intéressantes. Après, la question en fait pour ces 4 decks là, c'est comment est-ce qu'ils vont se positionner dans le format. Quel est leur match-up face à Karizev, face à Kess, face à Saskia, face à Trazostimna, Gitrog, Will Rowan, etc. J'ai pas encore une bonne visibilité sur leurs bons et mauvais match-up, donc je vais pas m'avancer. Mais je pense que ces 4 généraux là ont un vrai potentiel à être dans les hautes tables. Et le dernier qu'on voit moins discuter sur les forums, mais qui est testé en fait par un certain nombre de joueurs et dont on a parlé dans la vidéo précédente, c'est Lord Windgrace, Seigneur Vent des Vertus, qui a un potentiel en tant que général de jeu rock vraiment intéressant, avec du coup un jeu plus Junt Control, sans bleu, et qui pourrait vraiment, là encore, s'installer. Il a tout ce qu'il faut pour combattre aggro en fait dans ses couleurs. Avec le rouge et le noir, il est vraiment bien, et le vert peut lui permettre de poser des trucs qui bloquent la table. Que ce soit juste des accélérateurs comme Sylvan Caryatid ou Wall of Roots, ou des cartes comme Cursor of Crufix ou Wall of Blossom qui rentrent parfaitement dans le plan de jeu. Donc grâce à ça, on pourra arriver sur le late game avec pas mal d'arguments pour grinder des match-ups plus contrôle, notamment Gitrog, pourquoi pas Life from the Loam et Raven's Crime. Ça pourrait être une approche un peu moins combo et un peu plus contrôle de l'archétype land, et du coup faire un Junt Control qu'on ne voyait pas jusque-là dans le format, ce qui pourrait être déjà une belle touche de fraîcheur au format, et apporter encore un général qui peut réussir à se hisser dans la haute table. Voilà mes pronostics pour le Zap Palaiso du 16 septembre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec certaines analyses? Est-ce que vous pensez que j'ai oublié des généraux? Ou qu'il y en a où j'ai craqué mon slip et on les verra pas du tout en top 8 ni top 16 parce qu'ils sont nuls? Bien, allez-y, n'hésitez pas et je vous écoute.